Bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité géoéconomique mondiale avec cette problématique désormais redondante de l'avenir énergétique d'une partie de la planète, à commencer par le continent européen, au moment où les combats entre la Russie et l'Ukraine, soutenus par plusieurs pays occidentaux, atteignent leur 10e mois. Et dont le flot de décisions qui ont été prises de part et d'autre depuis le déclenchement de ce conflit, nous allons braquer nos projecteurs ce soir sur le plafonnement des prix du pétrole russe à $60 ainsi que ses répercussions sur le fonctionnement des marchés du point de vue de l'offre et de la demande, mais également du prix du brut. Et pour en débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau nos deux experts des dossiers énergétiques en Europe. À commencer par vous, Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université d'Aix-Marseille 1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour Vous êtes avec nous sur le plateau ce soir, une fois n'est pas coutume. Oui, tout à fait. Bienvenue. Shoaib Boutemine, vous êtes consultant dans le segment Oil and Gas. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, c'est avec plaisir. Je le disais donc, une décision européenne de plafonner les prix du baril du pétrole russe par voie maritime à $60. Elle n'a pas été sans conséquences sur les marchés. Nous y revenons dans ce sujet. Effet miroir sur les marchés du brut depuis la décision annoncée par l'Europe de plafonner à $60 le prix d'achat du pétrole russe par voie maritime. Les cours ont en effet bondi vendredi avant la clôture à la suite de la réponse de Moscou au plan de Bruxelles. La Russie envisagerait de réduire drastiquement son niveau de production de l'or noir jusqu'à moins 7% en 2023. Ce samedi, le baril était au plus haut depuis plus de 3 semaines. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en février gagnait plus de $3,50 en milieu de journée et affichait un prix d'environ $85, soit une hausse de plus de 4%. La référence américaine du WTI restait quant à elle sur des gains de près de $2 le baril et flirtait avec les $80, soit plus de 2,5% de hausse. Selon les observateurs, ce stimuli au niveau des prix serait en corrélation avec la réaction de la Russie. Le mouvement aurait été suscité par les déclarations du vice-premier ministre russe Alexandre Novak, qui a prévenu que Moscou pourrait réduire sa production de 500 000 à 700 000 barils jour début 2023. Dans le même temps, la Russie a annoncé qu'elle se mettait immédiatement à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux pour ses exportations de brut. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié le plafonnement des prix d'instruments étrangers au marché et a déclaré que les pays producteurs de pétrole considèrent cette mesure comme une attaque les visant. La crainte d'une baisse de la production russe pourrait également déteindre sur le niveau de production des pays de l'OPEP+, ouvrant ainsi un boulevard à un repli du marché susceptible de propulser de nouveau les prix du baril au-delà des $90. À noter que dès le 5 février prochain, il est prévu que l'embargo de l'UE s'applique également aux produits pétroliers russes raffinés. Je déclare donc l'espace de débat d'Eco Hebdo ouvert et l'on va commencer directement avec vous, Nazim Sini. Alors, tout un tintamarre autour de ce plafonnement des prix du baril de pétrole russe à $60 pour se retrouver au final avec le risque d'une baisse drastique de la production mondiale qui, à son tour, pourrait produire une hausse importante sur les prix au niveau des marchés. Oui, tout à fait. D'abord, c'est une mesure qui est complètement inédite dans l'histoire des sanctions économiques. C'est aussi une mesure qui va être contre-productive, puisqu'elle va assécher le marché d'une capacité de production, donc avec la baisse drastique de la part des Russes, qui risque d'être suivie aussi des membres de l'OPEP. C'est aussi une mesure qui questionne parce que, en fait, elle vient, si vous voulez, elle intervient dans un contexte de crise énergétique en Europe. Déjà, l'Europe souffre d'une inflation liée à une crise énergétique, à ses importations en énergie. Oui. C'est aussi, je vais vous dire, contre-productif également, dans le sens où c'est la première fois de l'histoire où un bloc de pays décide d'une manière unilatérale de plafonner des prix qui, eux, sont fixés librement par le marché. Exactement. Donc ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que l'Europe va venir défendre une mesure qui est en paradoxe complètement avec les valeurs qu'elle défend. Avec sa doctrine économique. Sa doctrine libérale, ouais. Exactement. Et je pense que ça ne va pas rester sans conséquence, puisque d'autres pays producteurs peuvent être amenés aussi à suivre la décision des Russes de réduire leur production, mais également aussi d'ouvrir d'autres brèches, notamment sur le gaz, ou peut-être d'autres produits qui sont fixés sur des marchés internationaux. Je pense notamment aux céréales, par exemple.
Très bien. Chouaib Boutemmine, le sujet que nous venons de voir signé Souila Akilal, parlait d'un effet miroir au niveau des marchés, c'est-à-dire tout simplement une décision prise par les pays occidentaux qui ont produit une autre qui ne serait pas sans conséquence sur les marchés. Qu'en pensez-vous? Exactement, bonsoir. Je pense que c'est une décision aléatoire, c'est une décision unilatérale. Elle a tout de même été pensée. Exactement, c'est une décision, je pense, unilatérale. Oui. La question que je pose moi-même aujourd'hui, est-ce que les pays consommateurs ont consulté les pays producteurs? Parce que, comme vous savez, il y a des contrats qui existent avec les pays producteurs, comme l'Algérie, l'Arabie Saoudite ou même le Qatar, pas mal de pays dans le monde. Il y a des contrats qui sont déjà existants, d'accord? Et donc, d'après vous, ces pays-là auraient plutôt leur mot à dire justement dans la relation entre l'Europe et la Russie au niveau des prix? Exactement. Moi, je me demande aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de clause dans le contrat, qu'il y a une limite de plafonnement de prix. Alors, on a un deal entre nous, on a un contrat pour vendre une marchandise, d'accord? Alors, cette marchandise, elle dépend à l'offre et la demande. Oui. Mais elle ne dépendra jamais à une décision unilatérale. Comme ça, moi, je décide d'arrêter de plafonner les prix de la marchandise. Je crois qu'on est aujourd'hui avec cette décision-là qui est irresponsable, à mon avis. À mon avis, elle est vraiment irresponsable. On ouvre la voie à des effets secondaires, je pense, qui sont vraiment non calculés. Ça fait quelques mois, quelques semaines, j'ai écrit un article et j'ai dit que ce sera vraiment contagieux de l'avenir. Alors, après le plafonnement du pétrole, ça sera le gaz. Et le problème dans cette situation-là, c'est que une fois ils ont décidé de faire le plafonnement du pétrole, d'accord, ils l'ont fait à $60. Ils ont dit que c'est seaborne, tout ce qui est par bateau. Voilà, par voie maritime, oui. Par voie maritime. 2 semaines après, on voit le plafonnement du gaz, mais ils n'ont pas cité la Russie. Ça veut dire le problème là, c'est pas pour cibler, au profond, c'est pas pour cibler la Russie. Oui. Mais plutôt le prix du gaz, oui. Les pays producteurs du pétrole, du gaz. Pourquoi? Parce que la décision a été prise le 3 décembre dernier, après effet à partir du 5 décembre. Comme vous le savez, à chaque mois, il y a l'OPEP, les pays de l'OPEP qui se réunissent. Ça veut dire qu'il y a une dimension profonde derrière ça pour donner un message aux pays producteurs que vous avez à chaque fois, vous mettez des limites, vous réduisez les productions de pétrole, parce que la dernière fois, le 5 octobre, les pays de l'OPEP ont décidé de réduire 2 millions de barils par jour. Oui. Ça veut dire que c'est un double message. Un message pour l'OPEC et un message pour l'OPEC+, qui, la Russie, prend part de ça. Oui. Ça veut dire qu'on rentre dans une nouvelle guerre économique unilatérale. À mon avis, c'est très dangereux. C'est une action qui est vraiment, comme je le disais, irresponsable. Et il y aura des répercussions énormes sur le marché pétrolier, le marché gazier mondial. Et je pense que ça va toucher d'autres secteurs dans l'avenir. Alors, les pays producteurs aujourd'hui, je pense qu'ils prennent une décision unie dans l'avenir pour protéger le marché pétrolier. Comment le protéger? Pour le stabiliser. Les pays de l'OPEP ont joué un rôle fondamental pour stabiliser les prix du pétrole. Comment en jouant tout simplement sur le niveau de la production, baissant. C'est normal, la consommation mondiale aujourd'hui est de 100 millions de barils par jour. Il faut qu'on travaille il faut protéger les investissements. Parce que si les prix chutent moins de $60, $50, les pays producteurs vont freiner leurs investissements. Oui. Ils vont freiner les investissements dans le domaine pétrolier. Alors c'est vrai qu'on dit les pays producteurs, mais parmi les pays producteurs, c'est des entreprises occidentales qui seront également touchés, bien sûr, naturellement. Exactement. Oui. Alors, si on arrête l'investissement aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, on n'aura pas de nouveaux champs pétroliers ou gaziers, et c'est ça le rôle de l'OPEP. Alors, on maintient un niveau moyen, $80 par exemple, ou 90 ou 85. C'est un prix qui va protéger le producteur, qui va lui permettre d'assurer les investissements.
Et bien sûr, dans 5 ans, 10 ans, il y aura un produit à fournir de nos marchés. Très et bien sûr, sûr. les pays européens aux consommateurs Ouais. vont trouver une énergie pour ramener leur économie. Très bien, Shoaib Botomen, c'est un avis tranché, donc vos propos ne souffrent aucune ambiguïté. Nazim Sini, tout de même 500 000 à 700 000 barils jour en moins. Au fond, ce n'est pas grand-chose. Ça représente à peine 0,6% de la production mondiale journalière, qui est, elle, évaluée à 100 millions de barils jour. Est-ce qu'on peut considérer tout de même que c'est du bluff de la part de Moscou, ou est-ce une vraie tentative de retourner la table en essayant de contrôler le marché d'une manière ou d'une autre? Non, c'est une vraie réponse de la part des Russes, parce que, comme l'a dit M. Boutamine, il a parfaitement raison, c'est que l'objectif de l'OPEP et de l'OPEP+, c'est de stabiliser les marchés. Ouais. Et surtout, eux, ce qui est choquant dans cette mesure, c'est qu'on a une tierce personne, ou du moins un pays tiers qui vient, ou un bloc de pays, qui décide comme de ça, se greffer comme ça voilà, dans tout à une fait, relation. C'est-à-dire d'intervenir, cet interventionnisme un peu à l'américaine sur un marché qui est censé fixer des prix librement entre la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Ça veut dire que demain, effectivement, on peut soupçonner les Européens de fixer, de venir mettre leur nez dans les prix des céréales, dans le prix de l'or, venir fixer des plafonds sur le gaz, sur les métaux, etc. Et ça veut dire que ça va venir, si vous voulez, c'est comme une forme de concurrence déloyale ou de main invisible un peu inversée. Et c'est ça qui risque de déstabiliser les marchés. C'est un peu le message des Européens, c'est de dire le prix actuellement pratiqué par les marchés ne me convient pas, voilà le prix que je suis prêt à payer. Et ce n'est pas correct. Ça va à l'encontre de toutes les règles internationales. Du marché libre, tout simplement. Tout à fait. Donc c'est pour ça que ça questionne véritablement. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est une réponse ferme des Russes. C'est aussi un membre qui est aussi important dans l'organisation de l'OPEP+. Et ils n'ont pas l'intention de se laisser comme ça écraser et de se laisser faire. Donc c'est une mesure de rétorsion. Et je pense qu'elle sera suivie de par d'autres pays alliés de la Russie. Très bien, Shoaib Botomen. Alors justement, si les pressions sur l'offre opérées par la Russie déstabilisent à terme le marché de l'offre et de la demande, quels sont les pays qui seraient impactés en quelque sorte par cette baisse et quels sont les pays qui en profiteraient à contrario? Je crois que c'est le marché international qui sera vraiment touché, mais pas par la réaction russe, mais premièrement par l'action européenne. Pourquoi? Parce que... Alors, juste pour précision, on dit européenne, mais il y a également des pays du G7 qui ne sont pas européens et l'Australie dans le package. Voilà, pour être précis, tout simplement. Exactement, parce que la partie européenne, c'est celle qui consomme plus d'énergie. Exactement. Alors, la partie russe, avec la réduction de 700 000 barils par jour, il faut noter que la Russie produit plus de 10,5 millions de barils par jour, qui représente plus de 10% de la production mondiale. C'est 10 fois la production d'Algérie, par exemple. Exactement. 10 fois la production de l'Algérie. Alors, réduire 500 000, 700 000 barils par jour, je pense que c'est quelque chose de très bien pour stabiliser les prix. C'est une réaction très normale. Parce que... Et elle reste tout de même assez minime au vu de la consommation quotidienne. Exactement. Cette décision, elle est russe. Mais la Russie fait partie de l'OPEC+. Alors, le lendemain, peut-être les pays de l'OPEC+. Donc, si je comprends bien, c'est un signal envoyé par la Russie aux pays de l'OPEP en disant... c'est ça, voilà. Allez dans ce sens. Vous prenez une décision de notre part. Nous, les producteurs, on va prendre aussi une décision de notre part. Très bien. Voilà, parce que l'OPEC aujourd'hui, elle est dans une situation vraiment lamentable, dans une situation vraiment drastique. Parce que les prix ont été à 110, 120 dollars. Aujourd'hui, le Brent, il est à 83, 84 dollars. Il était à moins quelques dollars. Alors, je pense qu'il fallait prendre des décisions ensemble, les pays producteurs, pour protéger le marché. Je dis que les pays de l'OPEC, les pays de l'OPEP, sont des pays qui protègent la stabilité du marché. Ce n'est pas des réactions contre quelqu'un ou contre un consommateur. Au contraire, moi, je pense qu'aujourd'hui... Une espèce de rôle de régulateur, même si ce n'est pas la mission de l'OPEP. Voilà. Exactement. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce plafonnement de prix, je reviens à ce point-là. On va ouvrir la voie à la spéculation. Ça veut dire qu'il y aura un third party, d'autres pays qui vont acheter, ou peut-être ce sera la Turquie. Elle est favorable à ça peut-être. Pourquoi? Parce que
les Européens, ils refusent d'acheter à plus de 60 $. Peut-être qu'il y aura third party qui va acheter ce pétrole et va le recommercialiser au nom de la Turquie ou au nom de n'importe qui. On parle notamment de la Chine et de l'Inde qui seraient intéressés tout simplement. Et voilà, et on ouvre le marché à la spéculation mondiale. Ça veut dire, au lieu d'acheter, on casse la relation ancienne, classique, qui est un acheteur qui achète directement d'un producteur. Aujourd'hui, on va créer de la spéculation et qui ne va pas contrôler, qui ne va pas aller au contrôle du marché international. Il y aura, je crois, des lobbies qui rentrent dans ce sujet-là. Et je pense que c'est une décision qui ne va pas au service de. Très bien, Shoaib Boutammine. Même question, Nazim Sini. Qui seraient impactés, qui en profiteraient? Écoutez, je vais vous dire tout simplement, ceux qui seraient impactés sont les pays importateurs de pétrole. Ce sont les pays consommateurs de cette denrée qui va se faire de plus en plus rare. N'oubliez pas aussi que les prévisions pour l'année prochaine tablent sur un baril aussi entre 120 et 130 $. Là, actuellement, effectivement, il oscille entre 80 et 84. Il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, cette hausse des prix de l'énergie, notamment du pétrole et du gaz, affecte de manière drastique les ménages européens, mais aussi les entreprises qui sont en train de réduire leur capacité de production en Europe. C'est pour ça que je dis clairement que cette décision, même si elle est pensée, elle est irréfléchie. C'est deux choses différentes. Elle a fait l'objet de réflexion, mais je pense qu'elle est, comme a dit M. Boutammine, elle est irresponsable. Et surtout, c'est un mauvais calcul, parce que cette décision va finir par se retourner contre les Européens. On peut dire que c'est une décision va-t-en-guerre, en quelque sorte, oui, clairement. de la part des c'est un peu, Occidentaux. j'allais vous dire, l'Europe jette presque sa dernière cartouche dans ce conflit russo-ukrainien, parce que l'ensemble des mécanismes de sanctions n'ont eu que des impacts relatifs sur l'économie russe. Et ça, personne ne s'y attendait. Je veux dire, la plupart des experts européens pensaient que le train de sanctions allait faire plier l'économie russe et allait faire reculer la Russie dans ce conflit avec l'Ukraine. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas et que ce conflit est en train de s'enliser en ayant un impact sur l'économie mondiale, ce qui était encore inenvisageable il y a 10 mois en arrière. Oui. Et c'est pour ça que j'allais vous dire aujourd'hui, ceux qui vont tirer profit, ce sont les pays producteurs de pétrole, évidemment, donc à travers l'OPEP et l'OPEP+, qui vont renforcer leur cohésion, mais aussi, on n'en parle pas souvent, un pays qui va tirer profit. Les États-Unis, peut-être? Les États-Unis, tout à fait. Qui, eux, ont le don d'observer de loin les conflits, mais de tirer leur ficelle comme ça, sans être impactés directement par un conflit qui finalement est en train de toucher les 3/4 de la planète, et notamment les pays en voie de développement. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une mesure, une réponse ferme des pays de l'OPEP pour dire qu'il ne faut pas d'interventionnisme d'un tiers dans un marché, comme je l'ai dit depuis le début, qui est fixé librement par la loi de l'offre et de la demande. Très bien, Nazim Sini, Shoaib Boutammine, est-ce qu'au fond, la crainte de Moscou, et vous y avez fait allusion en quelque sorte, est-ce que la crainte de Moscou ne serait pas de voir ces pays occidentaux, qui sont ses clients d'ordinaire, prendre confiance et s'attaquer au gaz? Justement, ils ont pris cette décision-là pour plafonner le gaz à 180 € le mégawatt. Oui. Je crois il y a plusieurs questions. Pourquoi 180 € et pas 140, pas 120? Parce qu'aujourd'hui, il est à 82 €. Non, il est à peine, voilà, il est à 82 € dans les TTF, Dutch, dans les TTF, Netherlands. Il est à 82 € le mégawatt. Pourquoi 180 €? Je pose une grande question là. Pourquoi 180? Je pense que c'est pour préserver les intérêts de quelques pays, grands pays mondiaux qui exportent le gaz. Notamment du schiste? Exactement. Le schiste américain, je pense que le schiste a fait pas mal de choses, a vraiment renversé le marché mondial du pétrole et du gaz. Parce que je dis qu'il y a un excès de production aux États-Unis maintenant. Malgré qu'il y avait un problème de Freeport, le port de Freeport Plant. Oui, c'est des terminaux de regazéification en quelque sorte. Exactement. Voilà. Un problème qui perdure en Europe, il faut le souligner. C'est 17%, c'est 20 milliards. L'Allemagne essaie de le solutionner malgré ce avec problème. Des plateformes installées sur bateau tout simplement, voilà, pour pouvoir regazéifier le GNL qu'elle reçoit d'autres pays. Oui, non, cette station-là, Freeport au Texas, a pris feu. La station du Texas, très bien, après juin dernier. Oui. Et l'Europe a perdu pas moins de 17 milliards de mètres cubes par an
Alors c'est énorme. Malgré ce problème-là, les États-Unis restent grands producteurs du gaz de schiste. Oui. Et maintenant, ils prennent l'élite, ils prennent le leader dans les exports vers l'Europe. Alors, il faut prendre ça en considération. C'est pour ça que je pose la question, pourquoi 180 €? Pour moi, 180 €, c'est un nombre important. Mais pourquoi n'ont pas cité la Russie dans ce plafonnement? Pourquoi ils n'ont pas cité la Russie? Ils ont dit on plafonne ici tout. Ils n'ont pas tout simplement peut-être parce qu'à terme, ils ont décidé ou ils auraient décidé de ne plus importer de gaz russe, c'est ce qu'ils disent. Non, mais ils n'ont pas cité la Russie dans ce contexte-là. C'est ça le problème. Alors, le problème, c'est dans les deals avec le pays. Il y a un deal, il y a un contrat entre un producteur et le consommateur. Alors, si on va directement dans ce contexte-là, je crois que les Européens vont trouver quelques problèmes de l'avenir. Surtout, ils comptent beaucoup sur les énergies renouvelables. L'Allemagne, par exemple, compte devenir, d'ici à 2030, produire de l'électricité à 80%. Oui. C'est le plan de l'Allemagne aujourd'hui. Alors, je pense avec ce plafonnement-là, ils encouragent les sociétés allemandes, européennes, aller vers la transition énergétique. Aller vers la transition énergétique et leur laisser un intervalle, leur protéger un intervalle pour qu'ils jouent vraiment bien. Parce qu'à 180 €, ils peuvent produire de l'éolien, ils peuvent produire du solaire, ils peuvent produire tranquillement. En utilisant le gaz qu'ils importent, voilà. Exactement. Ouais. Et je crois qu'ils sont en train de paver la route, d'accord, de préparer la route à la transition énergétique d'ici 2030-2040. Très bien, Chouaib Boutamine, laissez-moi aller vers Nazim Sini. La question que j'ai envie de vous poser, bon, vous y avez répondu d'une certaine manière, mais est-ce qu'on peut considérer le plan occidental comme de la concurrence déloyale, tout simplement, du point de vue des règles régissant le commerce international, y compris celle de l'OMC? Ah oui, mais c'est une entrave très grave et une entorse sévère aux règles de commerce international qui régissent ne serait-ce que les marchés les plus classiques. Là, clairement, d'abord, c'est un message qui est très inquiétant vis-à-vis de tous les acteurs économiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous fier au marché. Il peut très bien arriver à ce qu'une puissance politique ou économique intervienne sur un marché et vienne fixer un prix de manière arbitraire. C'est surtout ça que moi j'aimerais qu'on retienne. Cette décision de l'Europe, d'abord elle est arbitraire, unilatérale et surtout irresponsable. Donc c'est les trois mots qu'il faut retenir principalement. Et si l'OMC ne réagit pas, et si les autres pays du monde ne réagissent pas, et j'attends impatiemment la réponse de la Chine, qui va devoir se positionner par rapport à cette mesure, ça voudrait dire... Elle est un peu ambiguë, la position de la Chine, parce qu'elle peut tirer profit des deux situations en quelque sorte. Exactement. N'oubliez pas que la Chine a besoin de relancer sa machine économique, puisqu'elle a réduit sa politique de zéro Covid, donc elle va avoir un besoin de pétrole, et quoi de mieux que de lui offrir sur la table un pétrole moins cher de 20 ou 30%. Donc c'est pour ça. Mais en revanche, elle ne peut pas aussi froisser son allié de toujours, qui est la Russie. Donc elle est entre le marteau et l'enclume. C'est très difficile pour la Chine, mais je pense que les prochaines semaines vont être intéressantes de voir un peu de manière politique et géostratégique la position des uns et des autres. J'aurais besoin de votre point de vue d'enseignant en économie, Nazim Sini, pour répondre à la question suivante. Quelles sont vos prévisions quant aux répercussions justement des différentes décisions relatives au marché pétrolier sur l'activité des entreprises du secteur des hydrocarbures d'une part et celle de l'industrie, d'autre part, en une minute, si vous le voulez bien. Oui, très rapidement, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce que l'on consomme, tout nos systèmes économiques puissent sa source dans les énergies fossiles. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, n'oubliez pas que la matière première qui sert aux produits finis, c'est le pétrole et le gaz également. Et si on a ces deux composantes qui explosent ou qui augmentent, ça va affecter les coûts de production des entreprises chez lesquelles nous achetons nos produits à consommer. Et déjà que l'économie est exsangue en Europe, je pense que pour l'année 2023, déjà que l'Europe se dirige tout doucement vers une récession, ça va vraiment poser de véritables problèmes pour les ménages qui souffrent de l'inflation, on peut même parler d'hyperinflation dans certains pays, et aussi les entreprises qui voient leurs coûts, leur facture énergétique bondir de 20 à 30%, voire même 50%. Et on n'est pas à l'abri d'une vague de défaillance et de faillite en entreprise. Chouaib Boutamine, merci. Nazim Sini, merci également. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Eco Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine.